Chers téléspectateurs de Africa TV, bienvenue dans cette autre émission de Interrogeons-nous. Et comme nous le disons si bien souvent, l'émission qui discute des concepts et qui nous donne une emprise sur le réel. Nous allons discuter avec le spécialiste du sport, le docteur Claude Bekombo, sur le sport comme patrimoine culturel. Parce que somme toute, nous remarquons bien que il existe des États dans le monde qui ont pris des pans du sport, certaines sphères du sport comme leur propriété et s'en défendent. On nous dit que le football est anglais. Même si dans la discussion, quelques personnes nous disent qu'il était d'abord égyptien et ensuite, voilà, il est devenu anglais. En tout cas, ce que nous retenons, c'est qu'il y a comme ça des sports qui portent une nationalité, qui a comme ça des biens liés au sport qui portent des noms, qui sont des noms des nations. Et c'est pour cette raison que nous avons bien voulu inviter le docteur Claude Bekombo pour en parler. Bonjour docteur Claude Bekombo. Bonjour. Merci infiniment d'accepter l'invitation de Africa TV. Je vous en prie. Sport et patrimoine culturel, qu'est-ce que ça vous suggère? Donc déjà, c'est deux notions qui ne semblent avoir rien à voir ensemble, ne semblent avoir aucun lien, parce que bon, le sport, c'est les activités physiques et sportives. Le patrimoine, c'est plus dans la préservation des biens matériels et immatériels. Donc, on ne voit pas tout de suite le lien. Mais quand on entre dans les différentes notions et qu'on voit l'interaction qu'il peut y avoir entre ces deux notions-là, on voit tout de suite le lien qu'on peut faire. C'est que le sport est une activité sociale. Elle est éminemment culturelle. C'est-à-dire que le sport renvoie effectivement au fait que des sociétés se retrouvent à travers la pratique du sport, de l'activité sportive dans le cadre des compétitions. Au-delà donc de l'activité sportive, ce sont aussi des cultures qui se rencontrent. Le sport lui-même est générateur d'images et de figures et de représentations qui peuvent être reliées à des cultures particulières. Alors nous avons l'anthologie grecque avec les sportifs qu'on a déifiés effectivement en disant que bon voilà, ce sont des sportifs qui représentent une zone donnée. Donc il y a un lien d'interaction entre le sport et le patrimoine. Le sport ou alors les différentes activités sportives ou les différents objets ou représentations sportives peuvent être érigés nécessairement en patrimoine matériel ou immatériel. Oui. Voilà. Donc, pour illustrer un peu cela, tout le monde peut se souvenir que quand il est dans un pays étranger, il dit « je suis du Cameroun », on dit le pays de Roger Mila. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un aéroport, peu importe lequel, quand on est en train de vous contrôler, et quand on voit votre nationalité camerounaise, on va vous dire, bah, au Cameroun, Roger Mila, Samuel Eto'o, Manu Dibango, on va vous dire cela. Ça démontre donc que, voilà, le sport, je disais tout à l'heure, peut être objet de représentation culturelle. Nous l'avons dit. Donc, s'il est déjà objet de représentation culturelle, c'est-à-dire qu'il peut faire l'objet d'un encadrement comme patrimoine. J'insiste bien que le patrimoine est matériel ou il est immatériel. On travaille plus sur le patrimoine matériel, malheureusement, dans le cas des États, mais on travaille moins sur le patrimoine immatériel. Et ça, c'est une spécificité des États africains. De ne travailler que sur le patrimoine matériel, de se tourner vers l'UNESCO pour discuter de comment faire la classification, ainsi de suite, mais de négliger le patrimoine immatériel parce que effectivement c'est le patrimoine sur lequel il y a plus de travail, puisqu'effectivement il faut construire une communauté imaginaire pour que l'imaginaire conquête de l'imaginaire à l'identité, dans la représentation identitaire. En effet. Donc voilà. C'est donc des mouvements où l'État est éminemment au centre. Faire en sorte, ce n'est pas le sport, ou ce n'est pas les faits sportifs, ou les victoires du sport, qui se transforment en patrimoine. C'est parce qu'il y a une action de l'État,
il y a d'abord une reconnaissance et une action de l'État. Oui, nous disons tous, oui, nous allons dans les aéroports, on dit oui, vous êtes Camerounais, vous êtes le pays de Roger Mila. Bon, d'accord. Certes, Roger Mila est ambassadeur itinérant. Bon, nous sommes du pays de Manu Dibango. Oui, il a eu la Légion, vous appelez, il est commandeur du mérite camerounais. Oui, bon. Et après cela, est-ce qu'il y a une construction en termes de patrimoine, oui. Pour que l'image reste Voilà. un bien Est-ce culturel camerounais. Est-ce qu'il y a une construction vers l'identification, alors vers la création d'un bien culturel à travers ce personnage. À travers ce personnage. Là Docteur Claude Bekombo, je nous propose une démarche à deux points. Dans un premier temps, je voudrais qu'on discute des jeux culturels. Dans jeux culturels, je vois tous ces jeux que nos enfants pratiquent, qui se pratiquent dans les villages et qui, malheureusement, ne sont présents sur aucune place. Ils ne sont pas aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas les Jeux provinciaux, nationaux ou africains du Ndochi, par exemple. C'est la première partie de notre exposé. Et l'idée étant de voir comment est-ce qu'on peut s'approprier cela comme bien, comme patrimoine culturel. Et dans un second moment, parce qu'il n'y aura pas un troisième, ce serait de voir comment est-ce que nos enceintes, nos bâtiments, nos monuments, vous venez de parler de Roger Mila, de Manu Dibango, on peut parler de Samuel Eto'o, comment est-ce que tout cela participe, comment est-ce que nous transformons tout cela en patrimoine culturel pour une plus grande visibilité des pays que nous avons, parce qu'on peut étendre tout cela à Didier Drogba, tout à fait, hein. Oui, à Salif Keita. Voilà. Oui, comment est-ce que nous prenons tout cela pour mettre dans notre enrichissement. Commençons par les jeux culturels. J'ai voulu parler des jeux sociaux, mais les jeux sociaux peuvent désigner beaucoup de choses, mais je préfère qu'on reste sur le concept de jeux culturels. Comment est-ce que les jeux culturels peuvent-ils rentrer dans notre patrimoine? Alors, commençons très simplement. Nous avons le taekwondo, nous avons le tai chi, nous avons la boxe anglaise, nous avons le football qui est anglais. Oui. Hein? Alors, quand vous dites taekwondo, tai chi, judo, karaté, c'est des mots. Nous disons tai chi, c'est pas notre patois. Nous sommes africains, mais nous disons tai chi, nous disons taekwondo comme les autres citoyens du monde. Que vous soyez américain ou australien ou quoi, vous l'appelez ainsi. Taekwondo. Oui. C'est pas notre patois. C'est pas notre langue. Mais nous avons nos langues. Mais pour désigner ce sport, nous disons le taekwondo. Pour désigner le sumo, nous disons le sumo. Oui. Nous appelons le pratiquant du sumo le sumotori. C'est pas notre langue. Il faut bien, je réitère encore, le sport est un vecteur puissant de représentation identitaire et culturelle. Il n'y a pas de vecteur plus puissant. À condition qu'il y ait des personnes autour, des institutions, qui prennent leurs responsabilités pour une construction stratégique. Le taekwondo ne vient pas d'une superpuissance mondiale. J'espère que nous sommes tous d'accord. Très bien. Mais il a pu, en tant que sport, se construire, se réglementer et être adopté par l'État, être pratiqué dans un État avant de s'exporter vers d'autres et de s'imposer aux organisations sportives internationales. La démarche, elle c'est là. Il y a une démarche. La première démarche, c'est qu'un sport existe. Ce que vous avez appelé sport culturel. Ce sport culturel existe. Je ne veux pas parler des sports africains ou camerounais parce que je ne veux pas qu'on fasse des amalgames. Puisque c'est une émission pour le monde. Elle est certes pour l'Afrique, mais c'est pour le monde. Et je pense qu'en parlant du monde, l'Afrique se sentira moins indexée. Ce n'est pas notre objectif ici. Ce n'est pas l'objectif d'indexer ou alors de non. Mais en parlant du monde, on donne les processus. Il y a un jeu culturel qui se pratique dans un espace donné.
cet espace-là, ce jeu-là, doit se pratiquer, il doit être encadré. Il doit avoir des règles qui font en sorte que sa pratique est uniforme dans cet espace. Et à partir de ce moment où ce jeu a des règles uniformes qui peuvent être pratiquées dans l'espace, ceux qui ont l'autorité sur cet espace doivent faire en sorte que ce jeu qui est déjà encadré, n'est-ce pas, soit institutionnalisé dans l'espace. Donc, les institutions de cet espace-là reconnaissent ce jeu et lui donnent la place que ce jeu mérite. Nous avons la lutte sénégalaise, où effectivement, qui se passe au Sénégal, où il y a des ministres, où le ministre des Sports vient assister aux différentes finales, qui est postulé déjà pour être un sport pendant les Jeux Olympiques. Voilà, donc voilà le process. Dans tout ce process, après ce process d'institutionnalisation au niveau local, il y a donc qu'il faut exporter ce jeu. C'est toute une diplomatie. C'est une diplomatie qu'il faut mettre en œuvre. Vous voyez d'autres diplomates dans d'autres pays venir vous apprendre, leurs diplomates venir vous amener les tables de ping-pong, vous amener des raquettes de ping-pong, vous amener les kimonos de judo, vous amenez les grands maîtres de judo, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour exporter les pratiquants. Parce qu'au niveau des Jeux Olympiques, les conditionnalités qui font que un sport culturel puisse être accepté, c'est le nombre de pratiquants, c'est les pays qui pratiquent, c'est les compétitions que vous organisez. Donc il y a un travail à faire. Si on veut transformer nos jeux, le Songo, le Ndoshi, ou alors tout autre jeu qui se passe, la lutte sénégalaise, et tous les autres sports en Afrique, jeux, sports traditionnels en Afrique, il y a un processus. Il faut d'abord gagner la bataille de l'encadrement, de la réglementation de ces sports. Très souvent, nous avons ces sports-là, mais les règles diffèrent même d'une zone à l'autre. Il faut d'abord gagner la bataille de l'harmonisation des règles, de la codification de ces règles. Quand on a gagné la bataille de la codification, maintenant, on gagne la bataille de l'institutionnalisation, c'est-à-dire que l'État doit reconnaître ce sport et faire en sorte que sa pratique soit généralisée. Ne pas avoir un complexe de supériorité ou alors un complexe d'infériorité, de faire comme si ce sport bon, ne représente rien. C'est la première des choses. Parce que le tai chi, ça a aussi commencé comme ça. Pourquoi on parle de tai chi aujourd'hui? Pourquoi on parle de taekwondo? Ça a aussi commencé comme ça. Donc, et faire en sorte que cet État-là reconnaisse que voilà, nous avons ce sport. Et maintenant, l'exporte par la diplomatie. L'exporte à l'extérieur par la diplomatie. Par des réseaux de postes de postes consulaires et de missions diplomatiques. L'exporte par les experts des instructeurs qui vont aller apprendre ce sport à d'autres pour gagner la bataille du nombre de pratiquants et la bataille de la représentativité de ce sport dans l'espace international. Faisant en sorte que on peut donc à la longue penser à une fédération internationale de ce sport. À une fédération internationale. Donc, avoir un dossier pour créer une fédération internationale, il faut avoir les pratiquants dans quand même plusieurs pays du monde. Et maintenant, donc, pouvoir créer des compétitions en dehors des compétitions nationales, au moins régionales et continentales et internationales. Passer toutes ces étapes-là. Et après, demander maintenant que ce sport soit reconnu au niveau du CIO pour faire partie soit des Jeux Olympiques, mais que ce sport soit reconnu. Au moins qu'il y ait une fédération. Voilà comment ça se passe. Alors, les sports culturels africains n'échapperont pas à ces différents process. Mais le gros problème avec les sports traditionnels en Afrique, c'est surtout la codification. Ce sont des sports épars, des règles sont différentes d'un pays à un autre. D'un pays à un autre, nous avons les règles différentes. Nous avons par exemple le Songo qui se joue. Le pouce-pion. Le pouce-pion. Voilà, le pouce-pion et le Songo qui se jouent en Afrique de l'Ouest, qui se jouent en Afrique centrale, qui se jouent en Afrique australe, qui se jouent partout. Mais les règles ne sont pas les mêmes. Alors, il faut que les pays africains s'asseyent pour... Voilà, nous avons différents espaces, comme le Centre des études olympiques, qui est installé à Yaoundé, qui peut, et d'autres centres d'ailleurs, qui peut investir ce domaine-là pour voir comment est-ce qu'on peut codifier, par exemple, le Songo, le pouce-pion,
pour faire en sorte d'avoir des règles, parce que le sport mondial s'est imposé par l'harmonisation des règles. Nous savons tous quelles sont les règles du football américain, du baseball, du basketball, tous les sports qu'on voit, nous connaissons tous les règles. Donc il faut commencer à gagner la bataille, la codification de nos jeux culturels traditionnels africains. Il faut d'abord gagner cette bataille-là. Ensuite, il faut gagner la bataille de l'institutionnalisation dont nos États ont des rôles à jouer. L'institutionnalisation ne veut pas simplement dire la reconnaissance, mais c'est aussi le financement et le développement. Ainsi que le fait que ces jeux-là doivent être partagés par d'autres pays. Donc, on doit donc divulguer, on doit vulgariser ce jeu-là dans notre pays pour gagner la bataille de créer une fédération internationale. Remarquons quand même que beaucoup de fédérations que nous avons dans nos pays existent parce qu'elles existent d'abord à l'extérieur. À moins que peut-être que je peux me tromper, mais je ne sais pas s'il existe des fédérations qui sont des fédérations camerounaises parce qu'il y a un sport camerounais sur lequel il opère. Oui, rien n'empêche, je ne me rappelle plus très bien, mais il y a une fédération camerounaise de quelque chose, j'ai oublié. D'accord. Je ne me rappelle plus très bien, mais rien n'empêche, ce que je veux dire, c'est que techniquement, rien n'empêche à un Camerounais de créer une fédération internationale. Absolument rien. Rien n'empêche. Oui. Mais, vous pouvez créer une fédération internationale. Si vous n'avez pas les pratiquants et si vous n'avez pas les pays qui s'affilient, qui créent des fédérations nationales et qui s'affilient, votre fédération sera une fédération dans le sac, comme on le dit. Oui. Donc, votre fédération n'aura pas de consistance. Oui. Toutes les autres fédérations dont vous parlez ont une consistance parce que c'est des fédérations internationales qui ont des sportifs qui pratiquent le sport. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un intérêt pour un État de pouvoir créer une fédération nationale et de s'affilier à sa fédération internationale. J'évoquais la question, pardon. Oui, je vous en prie. J'évoquais la question justement parce que on est dans un universel en relation avec un particulier où c'est toujours l'universel qui propose des choses aux particuliers et ou bien des particuliers spécifiques parce qu'ils sont grands, parce qu'ils ont de la vue, qui proposent et parfois, j'ai envie de dire entre guillemets, imposent aux pays particuliers. Voilà, nous sommes en Afrique dans cette logique-là et je ne sais pas comment est-ce qu'on envisage d'en sortir. Mon cher Jacques, je vous retourne la question. Je dis, j'ai très bien compris l'angle de la question, mais je réponds à la question sans détour. Je dis clairement, rien n'empêche aux pays africains de s'asseoir et d'harmoniser les règles du Songo, du pouce-pion, ou de la lutte traditionnelle. Il y a une lutte gréco-romaine, il y a une lutte anglaise. Pourquoi il n'y aurait pas une lutte africaine? S'il y a une lutte gréco-romaine, c'est que ceux qui sont de l'espace gréco-romain se sont assis pour harmoniser les règles. S'il y a une lutte anglaise, c'est que tous ceux qui sont de cet espace, parce que quand on dit anglaise, il ne faut pas oublier qu'il y a la Grande-Bretagne, il y a l'Irlande, il y a voilà, le pays de Galles, voilà, l'Écosse, voilà, très bien. Donc, on suppose que la lutte anglaise, il y a eu harmonisation des règles. Mais pourquoi ne pas faire la lutte africaine? Pourquoi ne pas harmoniser les règles? Pourquoi la lutte sénégalaise est particulière? En Ouganda, c'est particulier. Au Cameroun, c'est particulier. Nous avons, je viens de donner le process pour mettre. C'est pas une vue de l'esprit, c'est possible. Mais il faut travailler comme les autres l'ont fait. Oui. Les autres n'ont pas créé des fédérations. En 1905, la FIFA, quand on créait la FIFA, je ne suis pas sûr que dans un pays africain, comment dire, il y avait même une fédération. En 1905, je ne pense pas qu'il y avait une fédération. Il n'y avait pas de fédération. La FIFA, les fédérations se sont créées quasiment au lendemain des indépendances, donc dans les années 60, quelque chose. Donc presque 40 ans. Or, la FIFA a bien existé avant. Il y avait bien des compétitions qui se passaient dans les pays qui pouvaient avoir des fédérations qui étaient structurées. Très bien. C'est le même processus. Donc, c'était une activité sportive qui s'est développée parce qu'elle a eu des pratiquants et elle s'est exportée. C'est le même. Les pays africains, ce que vous appelez le particulier dans votre présentation, le particulier ne va parler le langage de l'universel que s'il adopte les codes de l'universel. Les codes de l'universel, c'est que vous avez une compétition, vous avez un sport culturel, vous le codifiez, vous
faites en sorte que dans un espace donné, qu'il ait des pratiquants, qu'il s'exporte. Voilà, j'aimerais bien qu'on organise un championnat de pouce-pion, qu'il y ait des clubs de pouce-pion, qu'il y ait des clubs de songo, et qu'on aille vers les pays européens exporter le songo de manière professionnelle, de manière compétitive. Voilà, s'il y a des... Voilà, les sports n'ont pas le même rayonnement, il ne faut pas aussi se voiler la face. Il y a des sports comme la pétanque qui n'ont pas un même spectre de pratique dans la communauté sportive. Il y a des sports comme le badminton et tous les autres qui sont des sports qui ne sont pas pratiqués partout dans le monde. Il ne faut pas non plus avoir le souci ou la quête de l'universalité absolue. Absolue. Non. Oui. Le problème, c'est qu'il faut une masse critique de pratiquants qui fait en sorte que le sport est un sport qui peut être considéré. Parlons peut-être de la question de la visibilité. Quand je préparais cet entretien, j'ai lu un article de Yvan Gasto, qui est historien. Il écrit sur le sport comme patrimoine et il constate quand même que la naissance de Canal+ en 1984 et la multiplication des chaînes de radio et télévision a participé à promouvoir le sport comme bien culturel dans un pays comme la France. Donc peut-être que c'est notre effort de médiatisation qui ne révèle pas comme il faut pour que ces sports-là ne soient découverts, ne soient que dans notre imaginaire et qu'ils n'aient pas pris le devant de la scène. La médiatisation est un vecteur multiplicateur de la représentativité du sport dans l'esprit et dans les habitudes sociaux. Oui. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'auteur de la recherche dont vous parlez. Alors, si on veut parler de la médiatisation et qu'on revient dans le cas de nos pays africains, est-ce que dans la part de la discussion des droits de diffusion du sport, l'Afrique pèse quelque chose de fondamental? Voilà le premier point d'interrogation. Nous avons l'Union des radios et télévisions africaines qui s'aligne souvent, qui négocie souvent les droits de diffusion déjà acquis par un autre groupe d'un pays dont vous venez de parler. D'accord? Alors, est-ce la bonne manière de faire? Est-ce que vous pensez qu'en ayant développé un sport culturel africain, c'est par ce canal que nous allons le diffuser, alors que ce canal nous est juste donné pour continuer, vous avez parlé d'universel, pour continuer à arroser nos États africains de la dictature de l'universel. Très bien. Il y a un problème, c'est-à-dire que la structuration philosophique de l'espace médiatique en Afrique doit évoluer, surtout en Afrique francophone. Parce que peut-être en Afrique francophone, les pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, nous voyons un peu des différences. Nous voyons que certains ont même leur satellite déjà quand même. Oui. Alors, il y a déjà... Il faut qu'on parle, il faut qu'un discours commun, il faut qu'on apprenne à s'asseoir, à faire les choses ensemble en Afrique. C'est ça le grand problème. C'est que chaque pays fait un peu dans l'isolationnisme, même dans le sport. Pourquoi ne pas réunir les experts du pouce-pion ou du songo de l'Afrique dans un pays et s'asseoir pour dire, bon, on codifie, ça se passe comme ça, et qu'on organise des compétitions, et que les États africains soutiennent. Pourquoi mettre tant d'argent dans le football? Voilà, nous avons déjà l'actualité nous rattrape avec certaines disciplines sportives où les équipes ne sont même pas prises en compte. D'accord? Et vous pensez que c'est cette attitude de l'État vis-à-vis d'autres, si ce n'est que le football qui compte comme discipline, vous pensez vraiment que ceux qui pratiquent le songo auront même le courage de se construire et d'avoir le rêve de concurrencer le football? Voilà, c'est ça. Et cette discussion-là doit mettre le curseur sur ceux qui portent la responsabilité de la situation. C'est les États africains. Il ne faut pas prendre des détours. C'est les États africains dans leur stratégie de développement du sport. Le sport, nous venons de le voir, la godasse
de Roger Mila qui a arraché le ballon à René Guita pour marquer le but qui qualifie au Cameroun est une godasse qu'on peut mettre au musée. Mettre dans un musée. Il faut d'ailleurs créer le musée. Vous allez vite en besoin. Il faut d'abord créer le musée. Ça peut vous faire rire, cher ami, mais c'est la vérité. Un État doit d'abord penser un musée. Ailleurs, il y a les Hall of Fame pour les sports américains. Il y a les Hall of Fame, c'est-à-dire que des musées où des sportifs entrent, leurs effets entrent. La balle qu'il a utilisée pour... C'est une balle qui a une charge herméneutique telle qu'on est obligé de la sauvegarder parce que c'est un bout de l'histoire, de la représentation communautaire. Vous venez de le dire avec Canal+. Oui, il a raison. Parce que, voilà, on se rappelle des OMPG, parce que nous avons partagé ces matchs avec d'autres, avec des millions de téléspectateurs. Et nous savons, ça reste des marqueurs dans notre mémoire. Donc, le sport construit, participe à la construction mémorielle commune. Donc, à travers le sport, nous avons l'impression de vivre dans une communauté où nous partageons la même histoire, où nous partageons la même vie. C'est cela. Donc, les États africains doivent entrer dans cette logique. Je veux bien qu'on construise des stades, nous allons revenir sur les infrastructures. Je veux bien qu'on construise des stades. Je veux bien qu'on construise des pistes d'athlétisme, et ainsi de suite. Mais je veux aussi qu'on pense à développer le patrimoine sportif. Le patrimoine sportif. Alors, les maillots des Lions, je parle des Lions, les maillots des Lions de la Teranga qui ont battu la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002, nous nous souvenons bien du but de Papa Bouba Diop. Mais nous avons besoin du maillot de Papa Bouba, de la godasse de Papa Bouba Diop, quelque part du maillot de Mambik au Sénégal, du maillot de Mambik en 80. Nous avons besoin quelque part à Dakar, qu'on nous ouvre un musée, que nous arrivons tous africains dans ce musée du sport. Et vous avez bien fait d'ouvrir la transition pour la deuxième partie, à partir de depuis que vous avez parlé de la godasse de Roger Mila, pour le but de Guita. Très bien. Oui, maintenant, essayons de discuter pour la suite et la fin de notre exposé, de comment est-ce que nous exploitons les équipements, les bâtiments et les enceintes qui dérivent du sport pour avoir une visibilité et pourquoi pas pour générer des revenus. Nous sommes en plein dans un débat intéressant et excitant. La philosophie de la construction infrastructurelle sportive en Afrique, je suis désolé d'être très dur, elle est pauvre. Elle est pauvre pas en termes d'investissement financier, mais elle est pauvre en termes d'intégration et de vision socio-anthropologique. Les stades en Afrique ne ressemblent pas à l'Afrique. Je suis content, oui, au Lembe et tous les autres stades, le stade de la Côte d'Ivoire, le stade à Dakar et partout. Mais est-ce que ces stades, le stade à Bamako, est-ce que le stade de Bamako ressemble à quelque chose d'architectural avec le royaume aussi? Est-ce que quand on va à Dakar, le stade ressemble à Teranga? Est-ce que le stade de la Côte d'Ivoire ressemble à quelque chose de Baoulé ou de ceci ou de... Est-ce que les stades du Cameroun qu'on a construit, le stade d'Olembe, le stade de Japoma, est-ce qu'il transpire ou alors il laisse voir, il se laisse... le génie architectural camerounais s'exprime où dans ces stades? Est-ce que les stades, est-ce que les gymnases offerts par la coopération chinoise dans tous les pays africains, est-ce que ces gymnases, les États africains ont eu le souci dans la mise en œuvre de cette politique-là d'indiquer qu'il fallait que la culture socio-anthropologique africaine transparaisse dans ces urbanités? Parce qu'il y a les urbanités, ces stades, ces lieux de magnification des sportifs sont des lieux éminemment de représentation culturelle. Très bien, très bien. Comme un exemple, la basilique Notre-Dame à Paris, bien qu'elle soit une église, même pendant les messes, il y a des
visiteurs qui entrent pour visiter le bâtiment Très parce bien. qu'il est d'abord un monument. C'est bien. Si nous faisons les copier-coller des stades de San Siro, à Yaoundé, en Fandena, quid de nos cultures socio-anthropologiques? C'est un problème. C'est un problème parce que, voilà, ça nous place au cœur de cette discussion sur le patrimoine. Oui. Qu'en est-il des urbanités? Est-ce qu'en Afrique, nous n'avons pas des spécificités urbaines? Est-ce que, voilà, quand on va à Bamako, est-ce que nous ne voyons pas des maisons avec un type de matériaux spécifiques? Est-ce que quand on est au nord du Cameroun, au Sénégal, est-ce que nous n'avons pas? Non, nous avons nos cultures urbaines, nous avons nos urbanités qu'on peut retrouver dans les stades. Est-ce que la négociation pour la construction d'un stade ou d'un gymnase, pour les États africains, l'aspect culturel n'est pas important? On se pose des questions. Oui. Et il faut vraiment que ceux qui décident, c'est pour ça que je vous ai dit, et je ne fais que vous dire, que l'expert, je ne vais pas me faire le porte-parole de Max Weber, mais il y a le savant, il y a le politique. Chacun, à un moment donné, doit faire son travail. Même si, avec Habermas, on peut parler de l'espace public hétéroclite et tout, où chacun... Oui, mais l'espace public est hétéroclite, d'accord avec Yogan Habermas, mais il y a quand même que, à un moment donné, dans l'espace public, il y a quelque chose de commun qu'on doit pouvoir préserver et marquer comme, que la tautologie soit permise, comme marque d'un bâtiment, d'une enceinte. Voilà. Comme marqueur. Oui. Voilà. Nous nous souvenons de Lourdes. Oui, mais nous avons notre grotte mariale de Simalène. Voilà. Chacun a quand même une spécificité. D'accord? Alors, ces infrastructures, j'ai du mal à voir déjà sur l'aspect culturel, il y a un déficit programmatique et philosophique qu'il faut que les États africains qui prennent d'abord conscience, parce que j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas conscience, ils sont tellement déjà contents qu'on leur construise des stades et qu'on leur offre, entre guillemets, des gymnases, qu'ils peinent déjà à poser des obligations sur l'urbanité, la représentativité culturelle, et même parfois le transfert des technologies. Bref, passons rapidement, ce n'est pas l'objet de notre discussion. Oui. Le transfert des technologies est aussi parfois défectueux pour l'entretien. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ces stades, ces infrastructures sportives, disons infrastructures sportives, parce que les stades, c'est juste le football, mais ces infrastructures sportives-là, au-delà de cette question, est-ce qu'il y a une logique de rentabilité derrière? Quelle est la philosophie qui rentre? Parce qu'une infrastructure sportive est un espace de vie. C'est un espace de vie. On peut y organiser des mariages, des concerts, on vient voir un spectacle en famille. Est-ce qu'il y a des restaurants qui sont prévus? Est-ce qu'il y a l'opéra qui est prévu? Est-ce que... Voilà, ces stades-là doivent être des espaces de vie, des espaces de socialisation, où on vient en famille. Donc, il faut qu'il y ait une représentation dans la construction, une représentation sociale dans la construction d'une infrastructure sportive. Quel est le mets traditionnel que nous proposerons pour la CAN 2022? Par exemple. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des restaurants? Voilà. Est-ce qu'il y a des restaurants? Qu'est-ce qu'on vend dans ces restaurants? Parce que l'infrastructure sportive, vous devez vous rendre compte que quelqu'un va venir au stade, il va certes vouloir boire, oui. Il va certes vouloir manger. Voilà. Qu'est-ce qu'il va boire? Est-ce qu'il y a des espaces? Il y a d'autres qui vont venir au stade en famille. Peut-être qu'ils auront besoin d'être dans une salle. Il y a une réflexion. Donc, il y a une vie dans une infrastructure sportive. Et il y a une manière de la rentabiliser. Est-ce qu'après le spectacle, cette infrastructure peut être transformable en salle de concert, en salle de conférence, ainsi de suite? Il y a une réflexion qu'il faut avoir derrière. Vous n'allez pas aller investir des milliards juste pour un stade. Alors, il ne va pas avoir match tous les jours, pendant 366 jours. Non. Il y a des jours où il n'y aura pas d'activité sportive. À quoi sert l'infrastructure? Donc, il faut penser l'infrastructure sportive au-delà de son seul usage sportif. Donc, l'usage de l'infrastructure sportive doit être pensé pour qu'on puisse à la fin
pouvoir rentabiliser l'infrastructure sportive. Peut-être en fait tout simplement un monument historique que les gens pourraient venir visiter les jours où il n'y a pas match. La rentabilisation, l'aspect de tourisme rentre dans la rentabilisation. Si on n'a pas pensé l'espace sportif, l'infrastructure sportive, on ne peut pas prendre en compte des logiques d'érection de cette infrastructure-là en termes de patrimoine culturel. Si vous avez pensé l'infrastructure sportive comme un patrimoine culturel, vous allez nécessairement vouloir que le stade de Japoma reflète les logiques de cette zone socio-anthropologique. Bon, on peut dire, moi je préfère du littoral, parce que je sais pas ce que ça veut dire. Je vais encore ouvrir d'autres débats, mais du littoral. Le stade de Fandena doit quand même avoir une structure architecturale. Voilà. Je ne pense pas que les ingénieurs africains sont si, entre guillemets, permettez-moi l'expression, faibles pour ne pas... Déjà, il faut savoir s'ils sont consultés. Déjà, il faut savoir si l'État, dans la négociation de la construction de toutes ces infrastructures, essaye de mettre dans les conditionnalités la nécessité que les infrastructures sportives ressemblent à l'Afrique. Moi, quand je vais dans les stades que je vois construits ces derniers temps, les stades de la modernité, donc les 5-10 dernières années en Afrique, je suis désolé, mais je ne vois pas trop l'Afrique dans ces stades. J'aimerais bien voir un peu d'Afrique. Nous avons nos tissus traditionnels. Au lieu de faire des nids d'oiseaux comme dans les stades européens, on peut bien prendre un tissu africain et mettre tout autour d'un stade pour que, voilà, ça, voilà, donc, voilà, même au Nigeria, j'ai été déçu de voir certains stades, de voir que, voilà, c'est toujours l'universel qui impose sa spécificité en Afrique. Et justement, après avoir parlé des monuments, des enceintes, des bâtiments, parlons même des hommes qui font cette actualité-là. Tout à fait. Il se trouve que nous n'ayons pas toujours le sens ou la capacité à pouvoir promouvoir nos grands hommes qui sont des sportifs, qui sont des artistes de musique. Tout à l'heure, on parlait de Roger Mila, de Manu Dibango. Nous n'avons pas toujours la prégnance de pouvoir les mettre en avant. Qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi est-ce que je ne veux pas vous transformer en un psychologue, mais j'imagine que vous avez réfléchi. Vous réfléchissez de temps en temps sur la question. On voit des lois qui portent des noms dans des pays étrangers et qui stimulent l'activité personnelle, qui stimulent des individus qui parviennent à se dire, pour exister, pour me survivre, je dois être capable de me marquer par un fait qui porte mon nom. Peut-être que c'est notre société en général qui ne prend pas conscience de cela et qui peut engendrer la faiblesse du système social que nous avons. Je vais m'adosser sur Pierre Nora et Benjamin Stora pour vous parler de la construction mémorielle. C'est très important. Je pense que les sociétés africaines pêchent énormément au niveau de la construction des lieux de mémoire, oui, et de la structuration de la mémoire collective. En Afrique, nous avons l'impression, Dieu merci, la réalité africaine, j'aime toujours à le dire quand je prends la parole sur ces questions, n'est pas hétéroclite. Elle n'est pas, pardon, homogène, mais elle est hétéroclite. Donc l'Afrique, ce n'est pas un tout. Ce n'est pas un seul pays comme certains le pensent. L'Afrique, c'est une diversité. Oui. Je suis très content qu'en Afrique du Sud, il y a des lieux pour célébrer Nelson Mandela. Je suis ravi de le voir. Qu'il y a des milliers de touristes venant partout dans le monde pour le célébrer. Ça montre effectivement que la réalité africaine, nous ne pouvons pas dire que l'absence de construction mémorielle est la même partout. Il y a donc des disparités. Alors, il y a quelques pays, particulièrement les pays d'Afrique francophone, il faut toujours revenir sur ces... Il faut toujours préciser qui, effectivement, se comportent comme si leur mémoire doit être construite par d'autres. Non, rien ne nous empêche d'ériger une statue à Roger Mila. Rien ne nous empêche de donner officiellement, et non de supputer, un nom de baptême à un stade en Côte d'Ivoire, stade de Didier Drogba. Il suffit d'une décision politique et que le politique assume pour la construction de la mémoire. Décider que telle place va être la place Sékou Touré,
c'est une décision politique. À ceux qui doivent prendre des décisions, de prendre leurs responsabilités pour que cette constitution mémorielle-là, la constitution mémorielle, et ça je suis d'accord avec Pierre Nora, elle est extrêmement attachée au rôle, au volontarisme institutionnel. Elle est extrêmement attachée au volontarisme institutionnel. On ne peut pas construire une mémoire collective, une mémoire dans le temps, sans une volonté affichée institutionnelle. Donc, la Constitution, il n'y a pas d'autoconstruction mémorielle d'un peuple. Non, il y a des histoires et des faits communs, vécus ensemble, mais à un moment donné, il faut bien que les institutions puissent structurer, construire des représentations et avoir des symboles, des jours dédiés à tel... Le Mandela Day en Afrique du Sud est devenu quasiment, a quitté le domaine de l'Afrique du Sud pour devenir quasiment quelque chose de mondial. Le Martin Luther King Day est institutionnalisé. Il y a le volet institutionnel, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, parce que nécessairement, quand un politique décide de faire en sorte que quelqu'un puisse être dans la mémoire collective, nécessairement il y a des pour et des contre. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de construire cette mémoire commune. Et vraiment, je pense que c'est ce qui manque beaucoup aux États africains, de célébrer la célébration de nos héros, qu'on soit d'accord ou pas avec eux. On peut les célébrer qu'à la fin on déboulonne, comme on est en train de faire aux États-Unis. En France aussi. En France aussi. Qu'à la fin on déboulonne parce que justement c'est douloureux. Oui. Mais l'histoire d'un peuple, comme le dit Benjamin Stora pour l'Algérie, n'est pas simplement une histoire fantasmatique, une histoire de bisounours. L'histoire d'un peuple, c'est aussi l'histoire du sang et de la sueur. On ne peut pas enlever le sang. Ça fait partie de l'histoire. Donc, les Africains doivent apprendre en Afrique, pas de manière globale, mais en Afrique francophone particulièrement. Il faut qu'on apprenne à avoir cette culture mémorielle, que les représentants de l'institution soient traversés par cette logique de savoir qu'est-ce qu'on laisse après nous, qu'est-ce qu'on apprend. Il ne faut pas que nous traversons le cours de l'histoire sans laisser nos traces, sans laisser nos marques. Et pour laisser les marques, il faut avoir des outils représentatifs de cette histoire commune. Merci infiniment, Dr Claude Bekombo. C'est sur ces lieux communs et sur cette mémoire commune qu'il est possible pour nous, très certainement, de bâtir une idéologie qui nous rassemble et qui nous donne de militer tous pour un objectif et pour un dessein commun. Je vous remercie d'être venu débattre avec nous. Je vous en prie. Sur le sport et comme patrimoine culturel. Merci et à très bientôt pour votre invitation. Je vous en prie. Merci vraiment. Chers téléspectateurs, cliquez et abonnez-vous parce que ce combat, nous le menons avec vous. À très bientôt sur Africa TV. Good.